Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, je vais vous présenter comment développer des applications pour assistants vocaux, les assistants Alexa et Google Assistant. Donc, au sommaire de cette présentation, on va présenter les deux candidats du jour. Ensuite, on parlera d'Alexa en premier, comment fonctionne une application sur Alexa qu'on appelle une skill. On fera une partie live coding sur cette application Alexa. Je passerai à Google Assistant. Pareil, je vous présenterai son fonctionnement. Et on fera une live coding de l'application qui s'appelle une action. En dernière partie, on parlera de la chose la plus importante que vous voudrez tous savoir sur ces applications. Et on conclura ce duel. Alors, pour commencer, un petit historique rapide. Le premier assistant vocal, IBM Shoebox, la boîte à chaussures, qui tient dans une boîte à chaussures. Donc, c'est un assistant très simple qui pourrait reconnaître les 9 chiffres, les 10 chiffres habituels, et quelques commandes mathématiques simples, plus, moins, total, etc. Vous ne devinerez jamais en quelle année c'est sorti. Je vous donne un indice, personne n'était né dans cette série. 1961. Voilà un petit extrait vidéo de démonstration de cette application. Si on a du son. Je crois pas. C'est dommage. Bon, on voit la Shoebox, une toute petite boîte. La personne dit les chiffres un par un. Tu peux faire la bruit à la voix. Je peux essayer, mais c'est moins bien. Donc la personne donne les bruits un par un dans un gros microphone. La boîte les interprète. Il donne une opération mathématique, ça imprime sur une feuille connectée le calcul effectué. Donc ça, c'est l'ancêtre, le premier assistant en quelque sorte, mais on ne peut pas vraiment parler d'assistant. Donc dans le domaine ensuite du text-to-speech, beaucoup de choses ont évolué, mais c'est essentiellement communiquer d'une façon très simple avec une application, de comment ouvrir, fermer, ou bien faire du text-to-speech, parler et écrire dans un document. Puis en 2008, quelque chose est sorti, quelque chose qui a un peu révolutionné pour l'esprit collectif les assistants vocaux. C'était le film Iron Man et son assistant virtuel Jarvis. Alors là, dommage, j'ai pas de son. Jarvis, d'après moi, a révolutionné l'environnement. C'est pas le premier, évidemment, c'est pas eux qui ont eu l'idée, mais pour moi, c'est un film grand public qui a intégré dans l'imaginaire collectif les assistants vocaux. À partir de là, c'est la meilleure publicité marketing qui a pu être faite pour ces assistants, et leur développement a accéléré largement. Donc si on regarde une timeline, le film Iron Man est sorti en 2008. Le premier assistant à sortir juste après. Quelques temps après, en 2011, on a Siri, qui sort sur iPhone 4S. C'est le premier assistant grand public répandu. Il est sorti par Apple, je pense que tout le monde connaît. En deuxième, pour riposter, en 2012, Google sort Google Now. Donc c'est un premier assistant, mais les capacités vocales sont encore assez limitées. La plupart des choses avec lesquelles il peut vous assister s'affichent sous forme de carte dans l'application. Donc Microsoft essaye d'intervenir à son tour à 2014. Ils présentent une Cortana, qui est leur propre application vocale. C'était prévu pour Windows et Windows Phone. Dommage pour eux. Donc Cortana, c'est bien du personnage de Halo, qui est une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, anecdote, la voix française et la voix anglaise de Cortana sont la même que l'actrice du jeu. Donc on arrive en 2014. C'est au tour d'Amazon de sortir son assistant, donc Alexa, à travers des haut-parleurs, les Amazon Echo. C'est le premier haut-parleur connecté intégrant un assistant vocal. Donc Google finit par remplacer Google Now par Google Assistant en 2016. C'est déployé sur la plupart des plateformes Android. Et en décembre 2016, Google finit par sortir également ses haut-parleurs connectés. Et puis, dans ce qui est du domaine récent, des évolutions récentes, le dernier, c'est en 2017, Apple finit à son tour par sortir un haut-parleur connecté qui intègre Siri. Donc 6 ans après la sortie originale de Siri. Alors, aujourd'hui, on ne parle que de Alexa et de Google Assistant. Pourquoi ce serait trop long de présenter les quatre? On n'a qu'à dire que le duel du jour est une demi-finale avant de passer au prochain. Donc, je vais vous présenter un peu plus les candidats du jour. Donc, à ma gauche, ici également, on fait Alexa. La gamme Alexa tourne sur les Amazon Echo, des haut-parleurs connectés. Il y a une large gamme de haut-parleurs connectés à présent. Le Echo de base, mon petit cylindre. Donc le Echo Dot que j'ai ici, beaucoup plus petit, qui s'intègre sur toutes les pièces.
Un modèle plus évolué avec un écran et une caméra, le Echo Show, il a été prévu pour être intégré sur des murs, par exemple pour montrer votre appartement ou sur une table simple. Un modèle réveil, le Spot, qui s'intègre sur une table de nuit de façon très simple. Et l'un des tout derniers, le Auto, qui est prévu pour être coaché dans un véhicule et vous permettre d'avoir Alexa dans votre voiture. Donc Alexa est prévu pour tourner sur des haut-parleurs connectés, mais c'est également disponible sur des applications dédiées iOS et Android, mais avec beaucoup moins de compétences sur ces applications. Donc de l'autre côté, sur ma droite, on a Google Assistant. Donc la gamme de haut-parleurs est plus limitée pour l'instant. On a le Home de base, le Home Mini et le Home Max, qui est fait pour les amateurs de son de grosse qualité. Il y a le Nest Hub. Ah, ça j'avais pas vu. Avec l'écran comme... Cela dit, Assistant est aussi disponible, et c'est le plus important, sur l'ensemble de l'environnement Android. Donc tous vos téléphones, nos montres, les télévisions, les véhicules, tout intègre Google Assistant ou presque. Il y a aussi une application iOS de disponible, mais comme c'est moins bien intégré, c'est moins efficace. Donc comment se répartissent ces deux candidats en termes de part de marché? Ça dépend quel angle on regarde. Si on regarde en termes de haut-parleurs connectés, c'est Amazon qui a largement la main sur le marché, avec plus de 61%, même s'ils sont en régression également de plus en plus. Par contre, en termes d'utilisation, là, ça s'équilibre davantage, puisque Google Assistant est disponible partout, ils ont beaucoup plus de parts de marché en utilisation. Bon, apparemment, Cortana est utilisé à 19%, mais c'est les statistiques Microsoft, je leur fais pas confiance. Alors, on va commencer à rentrer un peu dans la technique. On va parler d'Alexa en premier. Donc Alexa, comment ça fonctionne? Donc on a un utilisateur qui donne une requête au device. Alexa fait quelque chose. Donc la voix est prise et portée sur le cloud Alexa. Le cloud, dans votre voix, reconnaît l'appel à votre skill, votre application, et vous envoie une requête HTTP sur votre serveur on-premise ou sur une AWS lambda, au choix, selon comment vous souhaitez l'intégrer. La réponse à cette requête POST, vous la renvoyez au back, du coup. Et puis, tout simplement, Alexa génère une voix en fonction de vos données et la refait lire par le dispositif. Donc, il y a deux grandes façons de proposer une requête à Alexa. On peut d'abord lancer une application directement avec son nom. Par exemple, imaginons une skill MySphere. On va dire Alexa lance MySphere. L'application va répondre, on donne une phrase d'introduction. Puis on lui dit lis la dernière Sphere News et Alexa va effectuer l'opération. On peut aussi faire ce qu'on appelle une requête implicite. On peut dire Alexa demande à l'application de faire quelque chose. C'est important parce que votre application doit pouvoir prendre en charge ces deux types de prononciation pour la même action. Donc de fait, votre application contient un certain nombre de métadonnées qu'il faut transmettre à Alexa pour qu'elle puisse comprendre et vous envoyer des requêtes. Donc numéro 1, on a l'invocation name, le plus important, c'est le nom de votre application tout simplement. Donc ce qu'on vient de voir, là ici c'est MySphere. Ensuite, votre application contient une liste d'intentions, des intents. Ça représente une action à effectuer. C'est une requête unique à chaque fois. Chaque intent doit être indépendante dans Alexa. Donc une intent, c'est une action possible, mais il y a beaucoup de possibilités comme on vient de voir. Donc chaque intent définit sa liste d'utterance. C'est des morceaux de phrases qui vont déclencher l'action. Et une utterance, elle peut être un peu plus complexe, on peut avoir des paramètres dans une phrase. Ce qu'Alexa appelle des slots, c'est non variable. Donc il y a un troisième type de métadonnées optionnelles. On peut créer des types de slots pour dire, par exemple, tu ne reconnais que les couleurs dans cet emplacement et pas d'autres types de mots. Donc voilà, cette notion d'utterance, on la revoit en particulier ici. On a trois exemples différents pour lancer la même action. On peut lire la Sphere News ou la Sphere News, char la Sphere News. Et ça, c'est juste en utilisant le lancement d'application. Avec une requête implicite, on en a 3 de plus. Plus important quand on conçoit une application locale, c'est donc de prévoir toutes les possibilités de diction d'une action, parce que l'utilisateur va chercher à faire une conversation naturelle, il ne veut pas vouloir donner une commande filée. Et là, on retrouve un exemple avec un slot. On peut demander d'ouvrir une news numéro quelque chose. Donc on a dit, Alexa, ça vous envoie tout simplement à votre backend une requête POST, avec un objet JSON assez simple. On retrouve le numéro de version de l'API, des informations de session qui correspondent à la session utilisateur. Une session dans Alexa, c'est une conversation en cours. Tant que le device est allumé, c'est une session. Si le device serait éteint, ça deviendra une nouvelle session par la suite.
On retrouve le session ID, l'ID de votre application, l'user ID unique, le même user aura toujours le même, et on retrouve un objet request qui contient les informations de la request utilisateur. Le type, c'est pour indiquer si jamais on avait une intent, une action, ou si on est juste de démarrer l'application. Un request ID unique, le timestamp de la request, la langue dans laquelle elle était prononcée. Si on a une intention, on retrouve le nom de l'intention effectuée et les slots éventuels quand ils existent. Pardon. Et donc, quand vous répondez à Alexa à cette requête, vous allez envoyer un objet simpliste. Donc pareil, numéro de version. La réponse ensuite, elle peut être de plusieurs types, puisqu'on a des dispositifs avec écran et sans. La réponse la plus simple, c'est juste du texte qui sera parlé, dont l'objet out-to-speech, bonjour tout le monde. Et une information importante, un booléen pour dire si la conversation s'arrête ici, ou si le device veut s'allumer et attendre la phrase suivante. C'est beaucoup d'informations. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une micro-application. Je vais faire les exemples qu'on vient de voir juste ici. Alors pour ça, j'ai ici, je vais le mettre, ce sera mieux. Alors aujourd'hui, je ne vais pas utiliser des Cloud Functions ou des AWS Lambda, je vais utiliser un serveur on-premise, un basic server node sur Express.js. J'ai ici une petite structure de base préprogrammée pour juste avoir un serveur HTTPS signé avec Let's Encrypt. Il faut savoir que les backends doivent être forcément en HTTPS et avec des certificats non signés soi-même évidemment. Donc d'abord, on va déclarer les métadonnées sur la console Alexa. On va créer une toute nouvelle application, une skill. On va l'appeler MySphere, donc langue française par défaut. On ne veut pas de préconfiguration inutile initiale. On va créer une skill custom. Et ce sera notre propre serveur qui va s'en occuper. On crée la skill. Donc voilà, on a l'interface graphique pour configurer notre application, déclarer toutes les intents, les utérances qu'on souhaite. On trouve l'invocation name en premier. Alors il faut que ce soit du français prononcé, donc je vais l'écrire de façon horrible. MySphere. C'est pour être sûr que Alexa nous reconnaisse correctement. Et on va déclarer nos intents. Donc on a une intent, read sphere news. Donc quelles sont les utérances possibles pour effectuer cette action? Donc c'est lit la sphere news. Voilà où la sphere news. Charge la sphere news. Donc il faut penser au morceau d'utérance pour les requêtes implicites. Donc de lire la sphere news. De charger la sphere news, etc. Donc les slots sont à déclarer juste en dessous. On va remettre le numéro du slot. Donc c'est la number de la sphere news. On peut choisir le type de slot. Là ce sera juste un number simple. Et je vais l'intégrer dans mes uterances avec, je crois que c'était... Voilà, il faut sélectionner un morceau de texte et on peut directement l'appliquer ou c'est avec des accolades tout simplement. Bon, voilà, notre utérance existe, il y a quelques paramètres secondaires qui ne sont pas forcément importants pour l'instant. On sauvegarde le modèle. Ensuite, on doit absolument leur instruire de compiler le modèle de leur côté pour qu'il soit reconnu. Là, on a une intent simple. On va configurer notre backend. Donc, mon backend, c'est un backend HTTPS. Donc, j'ai déjà préparé un domaine pour gagner du temps. Et puis, on va dire que ça va poster sur un endpoint qui s'appelle Alexa. Donc certificat, c'est signé, c'est trusté, il n'y a pas de souci. Pourquoi il ne veut pas sauvegarder? C'est exactement la même chose. Ah, c'est peut-être parce que c'est en train de build. Ouais, c'est ça.
Voilà. Donc tout ça, pour les power users, c'est en fait chargé dans un seul fichier JSON qui est possible d'éditer à la volée, si on a l'habitude, on connaît bien. Mais l'éditeur graphique est très pratique. Donc on a un onglet code ici, donc là le code il sert si on fait hoster la requête directement par Alexa, c'est pas notre cas, donc on va aller l'écrire dans notre petite application Express, donc on déclare endpoint post. Voilà, pour gagner un peu de temps, j'ai aussi quelques interfaces en TypeScript pour mapper les JSON qu'on a vu précédemment. Donc ensuite, selon la requête, si c'est une requête de lancement de l'application, on va envoyer un message simple. Donc une launch request. On va dire Alexa lance MySphere. On va répondre à ça. On va déclarer le texte de sortie. Hop. Pour l'instant, on ne met rien. Le texte de sortie, on va dire hello everyone. Come to MySphere. Si par contre notre requête c'est une intent et que l'intent du coup ah oui ça. Donc si c'est une intent request, on va remapper le body. Les interfaces sont pas forcément pratiques. Les noms de variables sont moches, c'est pas grave. Donc si cette intent est nommée donc exactement comme on vient de la déclarer, c'est-à-dire read sphere news, on récupère le paramètre. Donc c'est dans un tableau slot. Le paramètre on l'a appelé number. Et il est stocké sous value. Et donc on va écrire notre texte de réponse. Texte égal, voici la sphère news, numéro, quelque chose. Sinon, texte égal, je ne comprends pas la requête. On va construire l'objet de sortie en retour, donc const payload, type Alexa response. Donc, version à préciser, 1.0, response. Donc, output speech, de type plain text. Le texte à dire, une petite variable. Et cette intention va terminer la session de conversation. On l'envoie en body de la réponse de notre requête express. Bon, là on est pas mal, je pense. Donc je vais la déployer sur mon mini serveur. Donc j'ai un mini serveur Raspberry Pi qui s'occupe de porter ça. Je commit push. Je récupère ça sur mon serveur. Hop, regardez pas dessus. On lance le serveur. Ça ne compile pas.
installer les dépendances. Ouais. Ce sera mieux. TypeScript est un peu loin à compiler, mais on va pas faire du JavaScript de base, on n'est pas des sauvages non plus. Voilà, donc le serveur est lancé. Donc on va aller tester notre application. Donc on peut le tester directement depuis l'interface. On va voir si ça marche. Hop, j'active le test en mode développement. Je vais dire lance MySphere. Il y a une réponse juste en audio. Je vais donc laisser activer mon micro. On va le prononcer à l'audio. Alors. On va rajouter un peu de log pour voir si ça se passe bien. C'est pas parce que le son est désactivé. Ah, peut-être. C'est-à-dire, on devrait quand même voir apparaître les requêtes ici. Non, ça n'a pas marché. On va refaire une build du modèle pour être sûr. En attendant, je vais le déployer avec le log. Ça prend un peu de temps à builder le modèle aussi de leur côté. Il faut savoir qu'ils doivent préparer tout un système de machine learning pour reconnaître le mot. On a le build successful. On va retenter. Hello everyone and welcome to MySphere. Alors évidemment, faire prononcer de l'anglais par une voix française, c'est compliqué. Donc là, on retrouve notre input JSON qui a été posté à notre serveur, l'output que je lui ai construit. Si on regarde notre backend, il a reçu effectivement une requête post. Et donc on peut lui demander de lire une sphere news. Ou pas. Hello everyone and welcome to MySphere. Ah, alors évidemment, c'est parce qu'en fait, sur la requête de lancement, j'ai demandé à fermer la session. Donc la session se ferme dès qu'on lance l'application, ce qui est dommage. Ça veut dire qu'il faut forcément faire les deux actions en une comme Même pas, en fait, tu vas lancer l'application se ferme directement, ce qui ne sert à rien. Mais si on disait, dit Alexa ouvre... Alors si on le fait effectivement en requête implicite, là ça marcherait. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On demande à MySphere de lire la sphère news numéro 33. Voici la sphère news numéro 33. On va déployer cette petite modification.
Voilà. Et alors, information importante, quand un device est relié à votre compte, il est directement possible d'utiliser les applications test. Nous allons directement tester là-dessus. Alexa, lance MySphere. Hello everyone and welcome to MySphere. Lis la Sphere News numéro 55. Voici la Sphere News numéro 2055. Alors voilà, ça m'a pas très bien reconnu. C'est des choses qui arrivent. On voit dans notre requête ici, qui est un peu complexe. On a reçu un intent avec object. Bon, bah, le log ne donne pas assez d'informations, mais on a reçu 2033, puisque Alexa a compris 2033. Donc voilà un exemple très simple d'application Alexa. Je vais muter pour éviter qu'il gêne. C'était le plus basique possible, je pense, pour l'application Alexa. On va passer à Google Assistant maintenant. Donc Google Assistant, il y a une grande différence dans le principe de fonctionnement par rapport à Alexa. Donc Assistant, on peut s'en servir de la même façon qu'Alexa. On fait lancer une application, l'application nous répond, puis on demande à lire une Sphere News. On peut le faire de façon implicite. Mais Assistant, lui, fonctionne davantage sous forme de conversation en réalité. La plupart des applications voudraient converser avec vous. On demande à lancer une application, on demande ce que vous voulez faire, je veux un café sans sucre, expresso, caramel, tout ce que vous voulez. Et c'est seulement à la dernière opération qu'une intention se déclenche et seulement à la dernière opération qu'une requête part chez vous. Donc ça se matérialise comment en termes d'architecture? Donc l'utilisateur interagit avec son device qui contient Google Assistant. Le message part sur le moteur Google Assistant de base, mais ensuite ce moteur convertit les informations et les envoie à un deuxième moteur qu'on appelle Dialogflow. Dialogflow, je vais en parler davantage juste après, mais c'est un moteur de chatbot en réalité. C'est ce moteur, lui, qui va faire après la requête sur votre back-end. De la même façon, c'est une requête post, la requête part chez vous, revient. En fonction des données, Dialogflow progresse son statut de chat en interne, peut transmettre des informations à l'assistant qui va aller répondre sur votre device. Donc Dialogflow, qu'est-ce que c'est? C'est une application qui a été rachetée par Google qui sert à faire des chatbots. Donc ce n'est pas seulement pour assistant, c'est compatible avec plein de plateformes, Twitter, Facebook Chat. Et Google a construit tout son assistant sur la base de Dialogflow. Donc quand on configure une action en Google, dans des applications sur Assistant, on configure à la fois l'application dans le cloud Google, mais aussi un chatbot lié sur Dialogflow. C'est un petit peu plus complexe du coup, mais ça offre plus de puissance. Donc en termes de concept, on retrouve le display name, c'est la même chose qu'avant, le nom de l'application prononcé. On retrouve aussi une notion d'intention, mais cette fois-ci, d'intention ne représente pas une action voulue, mais une partie de conversation. De la même façon, la partie de conversation a des training phrases, toute la liste de phrases possibles qu'il reconnaît pour fonctionner, qui ont des paramètres, c'est comme nos slots précédemment. Mais comme une intention est une partie de conversation, elle a beaucoup plus d'options. Il y a une notion de contexte. Est-ce que ce morceau de conversation a le droit de se déclencher? Ça veut dire qu'il a un contexte d'entrée. Est-ce que ce morceau de conversation va créer un contexte de sortie, c'est-à-dire permettre à d'autres morceaux de conversation de se déclencher? Il y a une propriété qu'on appelle le fulfilling, ça veut dire est-ce que cette partie de conversation va effectuer concrètement l'action, donc appeler votre backend. Ce n'est pas obligatoire, c'est ça qui est très important. Le moteur est standalone et vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les requêtes. Si vous n'avez pas de fulfilling, vous pouvez directement donner des réponses texte que Dialogflow répondra à l'utilisateur à cette partie de la conversation. Il y a quelques éléments supplémentaires, des événements qui peuvent déclencher en eux-mêmes un bout de conversation, par exemple, demander à lancer l'application, commencer une conversation sur Facebook, etc. Et on a la notion d'entity, c'est en fait la même chose que le slot type de tout à l'heure, c'est un type de paramètre. Par exemple, si on veut que les couleurs, il faut déclarer l'entity de type couleur. Je vais vous faire la live démo d'Amazon pour Assistant cette fois-ci. Alors, pour créer une action en Google, ça se passe sur console.action.google.com, c'est l'interface Google Cloud. D'ailleurs, quand on crée un projet, ici on crée un projet Google Cloud, effectivement. Je vais l'appeler MySphere également. La langue par défaut, ce sera du French. Donc le pays French, ça lag moins. On crée le projet. Alors comme ça tourne sur Google Cloud, ça prend du temps. Donc on a beaucoup d'options par défaut qu'on peut utiliser. Là, on va juste partir le plus simple possible.
Donc on déclare quelques informations de base, donc l'invocation, le location name, le display name, donc c'est encore my sphere, que ce soit bien compris. My sphere. C'est pas trop ça. Donc l'accent. Ouais, c'est ça. My sphere. C'est mieux. Voilà. Alors toute la déclaration de nos intentions va se faire sur le Dialogflow. On va demander à en créer une custom. On va se faire rediriger sur le Dialogflow pour créer un agent de conversation. Donc notre agent il parle en français par défaut. Il va être linké à un projet Google Cloud. On le crée. Alors, puisque c'est un agent de type conversation, comme type d'application, on va faire quelque chose de plus intéressant. On va faire un entretien d'embauche, tout simplement pour ce faire. On va faire une mini-conversation qui va demander à l'utilisateur son langage préféré, ses années d'expérience. S'il correspond à nos critères, on l'accepte, sinon on le rejette. On va créer le début de la conversation, notre hiring interview. Vous avez peut-être été un peu spoilé par l'autocomplétion. Donc le contexte, on n'en a pas besoin, ce sera déclenché par la première phrase parlée. Donc je souhaiterais être recruté, ou je aimerais être embauché, ou travail pour gagner du temps. Donc, à ce stade de la conversation, on n'a pas de paramètres. À ce stade, on ne va pas appeler tout de suite notre backend, on va laisser Dialogflow répondre directement à l'utilisateur. Bon, bonjour. Nous allons commencer l'entretien. Quel est votre langage de prédilection? Le fulfillment, on ne le fait pas tout de suite. C'est juste le brief de conversation est prêt, on le sauvegarde. Je te peux mettre un point d'interrogation et mettre l'intonation correcte. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc on va préparer la phrase suivante de la conversation. On ajoute ce qu'on appelle un follow-up intent, ça va être un descendant. En faisant ça, on a créé un contexte d'entrée automatiquement. Ça veut dire que cette brief de conversation ne se déclenchera pas tant que le contexte n'est pas présent, c'est-à-dire tant que la phrase précédente n'a pas été faite. C'est un peu conceptuel. Donc dans ce cas-là, l'utilisateur dit plein de choses. Le techno. J'aime le techno. Et puis il peut directement dire le nom de la techno. On aura compris ici, techno c'est notre paramètre, donc c'est juste du texte de base, un mini. On va le marquer dans les trois types de conversation. On a un paramètre, donc c'est le language ici. Donc il est toujours tagué. Le nom affiché n'est pas correspondant à ces paramètres, c'est juste la couleur qui fait. C'est sûr que c'est mieux de les nommer correctement, ces variables. On ne va pas changer maintenant. Donc de la même façon, on va écrire une réponse à ce stade de la conversation. OK. On peut, dans les réponses, utiliser les paramètres qu'on vient de créer. Préférer le avec $language. Très bien. Et maintenant, combien d'expérience avez-vous? Point d'interrogation. Donc là, on a la deuxième partie de conversation. On va écrire la dernière partie. De la même façon, on peut continuer à avoir des follow-up intent, custom. Donc ici, on va le renommer puisque ça commence à être compliqué, end. On a notre contexte précédent de la cascade qui s'est ajouté en input. Donc la phrase, là, on va dire donc years, année. Alors c'est là que le système essaie d'être plus intelligent que vous. On corrigera après. Years, ans. Years tout simplement. Alors c'est pas en mon paramètre ici, donc tu te casses. Le paramètre c'est years. Donc ça c'est juste un number.
nommé years. Alors, les contextes ont une durée de vie. Ici, ça veut dire que le contexte précédent va être perdu et l'information language va être perdue si on ne la retransmet pas en paramètre suivant. Donc, on doit le redéclarer ici. Et sa valeur, elle vient du contexte actuel. C'est dommage, mais c'est important. Donc à ce point du temps, là, on ne va pas écrire de réponse nous-mêmes, c'est le backend qui va s'en occuper, donc on active le fulfillment. C'est la fin de la conversation. Une fois qu'on arrive à ce point précis, c'est le backend qui va prendre en charge le code. Donc depuis tout à l'heure, on ne l'a pas déclaré, on va le déclarer. De la même façon, on a un backend tout à fait prêt. Voici, on va l'écrire sur Google, assistant, disons. Pareil, HTTPS, ça doit être signé, sinon c'est rejeté. Donc voilà. Donc, en créant notre chat, on a eu aussi des intentions par défaut. Donc le welcome, c'est quand on lance l'application, on a beaucoup de phrases qui sont préprogrammées et quelques réponses. On peut écrire plusieurs réponses et le système choisit aléatoirement une réponse pour faire varier les conversations. Donc, notre conversation, elle va se passer comme ceci. Quand on commence l'application avec non welcome, on déclenche le welcome. On va juste nous dire des trucs par défaut. Donc je vais les enlever et mettre quelque chose de plus intéressant. Donc la conversation elle se passe comme ça, on passe dans le welcome, on nous demande quelque chose d'autre, et là on va demander à être recruté, et là on va suivre le flux de l'interview. Donc pour que tout ça soit compilé après par Google, il faut aller dans le menu intégration, déclarer les intentions qu'on utilise, un peu plus compliqué, et aller sur Management App, pour que tout soit transféré à Google. Tout s'est bien passé, on la voit dans la liste, ça n'est pas le cas. Donc il faut appuyer sur Test. Là, les informations sont passées chez Google, donc ils synchronisent avec l'assistant. Si on refresh, cette fois-ci, on doit voir notre intention. Voilà, elle est là, la Hearing Interview. Donc on peut tester dans le simulateur directement. Ok, je vous affiche la version test de MySphere. Bonjour et bienvenue dans MySphere. Alors pour une raison ou une autre, c'est la voix canadienne par défaut. Tant pis. Donc, j'aimerais recruter. Donc là, le chat est indépendant. Bonjour, nous allons commencer l'entretien. Quel est votre langage de prédilection? Pour l'instant, je n'ai pas encore écrit de backend, c'est tout le moteur de Dialogflow qui s'occupe de converser avec moi. Donc on va dire, je préfère le JavaScript. Ok, vous préférez le JavaScript. Très bien. Et maintenant, combien d'années d'expérience avez-vous? Ouais, 90 ans. Et là, MySphere ne répond pas. Veuillez réessayer plus tard. C'est à ce moment-là qu'on essaie de faire une requête, mais mon backend n'existe pas. Il n'y a pas de endpoint pour répondre, donc on va le faire. Alors, si jamais on veut mutualiser les codes, c'est pratique, on peut le faire sur le même endpoint. C'est exactement ce que je vais faire du coup. Il faut juste interpréter correctement les requêtes d'entrée, mais après on peut faire plein de codes communs et faire une seule appli pour les deux. Donc, request. Donc on va mapper le body à une Google request. Donc notre modèle ici est un petit peu différent. Donc on a le query result, son intent. Donc si l'intent display name cette fois-ci correspond alors à celui qu'on avait ici, déclaré dans Dialogflow. Donc il faut que ce soit le dernier en date, celui qui a un fulfillment. Et les noms doivent matcher, donc attention au nom. On prépare notre texte de réponse. Donc les paraméteurs sont ici.
ça, c'est mon tableau de paramètres. Donc on a language. Et les années d'expérience. Donc si language égale TypeScript, je vais utiliser un truc qui va voir connaîtra mieux avec Java, ou si years of experience est supérieur à 5, parce que à Sphere on ne veut que des gens bons. Alors dans ce cas, on leur écrit vous êtes engagé, sinon retournez, trouver un ouais. Voilà. Si la requête ne correspond pas à ce qu'on veut, on dit qu'on n'a pas compris. Cette flemme est un peu trop grosse. Je vais faire le payload de sortie. Encore, payload. L'interface entre les trucs, c'est quand même bien. Reach response. Un tableau d'items. Je suis pas sur mon interface, c'est ce que je pensais. Text to speech qui sera prononcé, texte. Si, c'est bien le tableau, c'est ce que je pensais. Toujours croire en soi. Il me manque une propriété. Voilà. Expected user response. Est-ce que la conversation s'arrête ici ou pas? Pour cette conversation, oui. Hop, on l'envoie en retour. On va loguer la requête pour voir s'il se passe vraiment quelque chose. Et on va balancer ça sur le Raspberry. De la même façon que pour Alexa, quand votre device est relié, on peut directement l'utiliser. Au fait, le micro est désactivé. Merci, Jess. Le micro est de nouveau opérationnel. Donc on va faire cette conversation directement sur mon device. OK Google, lance MySphere. J'espère que ça ne va pas déclencher. OK Google, lance MySphere. Il est un peu à la peine celui-là. Stop. OK Google, lance MySphere. Et après on va retester sur le simulateur, c'est pas grave. Ça marche. Vous pouvez voir la version test de MySphere. Bonjour et bienvenue dans MySphere. J'aimerais être engagé. Bonjour. Nous allons commencer l'entretien. Quel est votre langage de prédilection? Je préfère le Java. Ok. Vous préférez le Java. Très bien. J'ai 8 ans d'expérience. Vous êtes engagé. Je suis engagé. Un problème est survenu. Essayez à nouveau dans quelques secondes. Ouais,
je crois qu'on l'a déjà remarqué. Allez, je l'essaye. Ok, Google. Merci de patienter pendant que je me connecte au Wi-Fi. Ah, c'est ça. Ok, Google. Lance MySphere. Très bien, vous pouvez voir la version test de MySphere. Bonjour et bienvenue dans MySphere. J'aimerais être engagé. Bonjour, nous allons commencer l'entretien. Quel est votre langage de prédilection? Je préfère le TypeScript. Ok, vous préférez le texte. Très bien. Et maintenant, combien d'années d'expérience avez-vous? 2 ans. Retournez trouver un boulot ailleurs. Donc c'est pour ça qu'on déclare des entities ou discrete types, c'est pour que le système reconnaisse beaucoup plus facilement des objets comme les langages de programmation. Voilà pour ma petite live démo sur Assistant. Alors on va parler du point le plus important, on serait tous d'accord. Comment devenir riche avec ces applications? Et bien en fait, il y a un truc qu'on pourrait penser mais qui est interdit sur les deux plateformes, même si Google est impliqué, c'est la publicité directe. Votre voix, la parole qui sera prononcée par les assistants, ne peut pas contenir de publicité. Il y a des façons contournées d'en diffuser. Si on diffuse de la musique, des fichiers audio, on peut diffuser des fichiers audio de publicité, mais ça ne doit pas être prononcé directement. Votre application ne doit pas terminer par « ceci a été sponsorisé par les saucissons cochonneux ». Qui est une autre façon de faire, disponible sur les deux plateformes, un très classique pour les applications finalement, de l'achat in-app. Les deux plateformes supportent les achats one-time, des consommables pour des jeux, des abonnements, tout simplement. Mais la plupart du temps, le plus simple pour monétiser, en fait, ce sera que votre application vocale soit une extension d'une application principale, genre une boutique ou quelque chose, avec laquelle vous faites vos ventes principales. Cela dit, c'est un peu triste, il y a d'autres options, par plateforme cette fois-ci. Sur Alexa, il y a un programme qui s'appelle le Alexa Developer Rewards. Amazon rémunère les développeurs dont les applications sont les plus fréquentées dans un périmètre dédié, par exemple lifestyle ou application de maison connectée ou jeux. Les meilleurs de chaque catégorie sont rémunérés. Quel montant? C'est privé, on ne peut pas trop vous dire. J'en ai aucune idée, je ne suis pas rémunéré par Amazon. Chez Google, il y a quelque chose qu'on peut faire que Alexa et Amazon interdisent beaucoup plus, c'est simplement exploiter les données de vos utilisateurs. On rigole, mais vous avez beaucoup plus simple à demander permission d'accéder à l'email, à l'adresse, au prénom ou à quelque chose d'autre sur une application assistant. D'ailleurs, la plupart du temps, vous aurez déversé la plupart des informations du compte Google. Sur Amazon, vous devez d'abord demander à la voix, à travers l'application, d'autoriser une information et dire pourquoi vous la demandez. Si c'est pour la revendre, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs qui vont vous accepter. Voilà pour ce duel. Donc en petite conclusion, pour moi le gagnant aujourd'hui c'est largement Assistant. Parce que même si Dialogflow est plus compliqué à utiliser, il est quand même beaucoup plus performant, il peut faire plus de choses. Et puis la voix est quand même un peu meilleure, surtout au québécois. Voilà, merci à vous d'être venus aujourd'hui m'écouter. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez les demander, les poser à moi ou à mes assistants. Est-ce que tu as des petites fonctions chez toi que tu utilises au quotidien de temps en temps? Alors, je ne les ai pas codées moi-même, mais toutes les fonctions de gestion de volet, par exemple à la voix. Le volet, certains s'en souviennent peut-être. Ça me volet connecté. Sinon, je m'en sers comme réveil aussi, je demande la radio le matin. On peut s'en servir pour jouer de la musique. Donc, comme j'ai plus une installation Alexa pour faire du multi-room, c'est assez intéressant. La musique vous suit dans toutes les pièces. Ce genre de petites features. Bon, j'ai pas eu d'idée pour une application que je pourrais vendre pour devenir riche, mais pourquoi pas. Ben, l'entretien. L'entretien, c'est vrai que c'est une bonne idée, il faudrait la creuser. Donc du coup, sur Alexa, il n'y a pas du tout la possibilité de faire cette espèce de dialogue. Alors, sur Alexa, en fait, chaque requête sont indépendantes, mais tu as dans tes requêtes, on va retrouver ça, tu as un identifiant de session. Tant que la conversation n'est pas terminée, on reçoit toujours le même identifiant de session. Donc pour faire une conversation réelle, il faut utiliser ce numéro, le stocker dans une DB par exemple, et traiter toutes les requêtes comme ça avec l'identifiant unique. Mais chaque requête est indépendante par défaut sinon. Pourquoi ces deux-là et pas Alexa ou pas Siri ou pas? C'est plus simple pour l'instant, c'est parce que c'est ceux que j'ai à disposition, que je connais un peu. La demi-finale, je me renseignerai et je ferai les deux autres peut-être.
Quand tu configures des intents, donc je pense que c'est les phrases que l'utilisateur doit Alors, faire des intents, c'est soit une action avec plein de phrases possibles. Lequel tu vois? Bah, c'est avec plein de phrases possibles. Ouais. Donc, tu peux mettre des paramètres dedans. ouais. Est-ce qu'on peut mettre des paramètres optionnels? C'est-à-dire des bouts On de peut mettre phrases des paramètres optionnels. ou, Alors, en principe, oui, mais il faut prévoir les morceaux de phrases où c'est pas dedans, du coup. ouais, Dans la c'est pas console. tout à fait optionnel, ça, c'est une autre. Ah, si, pas forcément, regarde. Si je reprends ici mon exemple. Là, ici, on peut avoir des expériences avec paramètres et sans. Pourquoi pas? Oui. Et là, c'est à ton back-end d'interpréter si le paramètre n'est pas là et faire quelque chose d'autre. Ici, dans les slots, on peut, alors c'est des options détaillées, faire en sorte que votre système vous demande aussi de paramètres séparément avec un dialogue à part, que ce soit sur Alexa ou sur Google. Si jamais c'est un paramètre obligatoire, s'il est optionnel, il est juste à ne pas le déclarer dans des exemples de phrases et avec ton back-end réagisse correctement. Et si l'utilisateur il dit le paramètre mais qu'il n'est pas dans la phrase. Alors c'est ça, quand on prend sur une application vocale, il faut prévoir tous les types de conversations possibles pour une action donnée. Quelque chose, il faut y penser, il faut bien y réfléchir avant. Si on ne veut pas héberger nous-mêmes un back-end. Alors si on veut pas héberger nous-mêmes un back-end, chacune des deux plateformes a son cloud dédié forcément. Et il n'y a pas un truc prévu directement quand tu. Alors il y a des trucs prévus, si, effectivement. Donc chacun permet d'éditer en ligne directement une Cloud Function ou une Lambda. À travers leur interface, on peut les git et les push, enfin à travers Git aussi. Donc elles sont providées et payées directement par la console. C'est-à-dire qu'en fait elles restent gratuites même avec un compte Google Cloud, sauf si elles dépassent bien sûr les limites de tiers gratuites. Alors, on a tous les détails. Donc ça crée une AWS Lambda, pas sur votre compte à vous, sur un compte interne. Ça afficherait un éditeur de code. Côté Google, c'est pareil. On pourrait déclarer directement une Cloud Function. Il m'a écouté. Aïe aïe aïe, je passe mon tour pour cette fois. Là, ici, on peut directement faire une Cloud Function avec son code inlay. Au lieu d'utiliser mon backend, je peux enable la Cloud Function et c'est ça qui prend. Ici, Oui, ils vont changer récemment pour Firebase, effectivement. Ici, c'était en mode développement, mais quelles sont les étapes à faire après pour le déployer ou rendre public? Alors, les étapes à faire, elles sont assez simples. Il faut donc déclarer son application comme terminée dans les consoles dédiées. Et elles seront reviewées par des agents Google ou Amazon et ensuite disponibles sur les stores d'applications correspondantes. Sur Amazon, il y a un store de skills. Sur Google, pareil. Du coup, quand on active une skill, elle devient disponible pour son device, pour ses devices associés. Et s'il est possible de les rendre disponibles, mais pas publiquement, mais juste à un groupe de personnes, Alors ça, j'ai genre pas à vu une si- entreprise ou quelque chose comme j'ai ça. pas vu si c'était disponible, ça, effectivement. Je pense pas qu'ils aient prévu pour l'instant des applications internes, parce que je suis pas sûr qu'on puisse se connecter à les comptes d'entreprise sur les devices pour l'instant. Peut-être. J'avoue que je me suis pas renseigné sur le CT entreprise web. À quel point il est performant, enfin les deux sont performants dans la compréhension des phrases, si on délie des phrases ou si on mélange les différentes phrases. T'as vu un instant, quand j'ai dit que j'avais 33 ans d'expérience, il a compris 20 000, 33. Mais si on fait un mélange entre deux phrases, par exemple, tu as dit, je sais plus ce que tu avais mis sur Amazon, c'est j'aimerais être embauché. J'aimerais du travail. Oui, j'aimerais du travail. Est-ce que si on disait j'aimerais du travail, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Alors les plateformes ne réagissent pas tout à fait pareil. Chez Amazon, c'est beaucoup plus straight. Il faut vraiment que la phrase corresponde à peu près à ce qui est prévu. Ok. Dialogflow, comme c'est un moteur de chat qui existe depuis bien plus longtemps, il est un peu plus intelligent. À partir de ces training phrases, tout leur système de machine learning est capable de comprendre à peu près une moyenne. Et il vaut mieux quand même prévoir en avance tous les cas possibles de phrases pour éviter d'avoir des surprises. Donc là, on n'est pas obligé d'écrire des phrases, on peut même dire embaucher, recruter. On peut écrire juste des morceaux, mais en fait, le principe, d'ailleurs, il y a de grandes chances que tu ne sois pas accepté après par les plateformes derrière si tu ne le fais pas, c'est que ce soit des conversations naturelles en fait avec ton utilisateur. Il y a moyen de récupérer ce que l'utilisateur a dit quand ça n'a pas marché. Ouais, j'ai juste entendu parler. Si par exemple ça ne marche pas, que
qui n'a pas compris ce vient de récupérer ce que l'utilisateur avait dit pour pouvoir améliorer ses phrases par après. Alors ouais, normalement dans les objets, alors on ne verra pas dans le log parce qu'ils ne sont pas assez détaillés, mais quelque part là-dedans on a la phrase exacte qui a été prononcée par la personne, on pourra la stocker à des fins statistiques pour étudier plus tard. Et sous quel format? Audio ou... C'est un format texte simple, donc c'est aussi ce qu'a compris Ouais, Alexandre. c'est compris, du coup, c'est pas... Google, donc il faut aussi se dire que le moteur a peut-être mal interprété la phrase, avant que ça arrive chez vous. Il y a des outils pour, sur base d'une idée de phrase, de générer toute une liste de... Ils ne sont pas intégrés sur les plateformes, en tout cas je ne les ai pas vus, peut-être qu'ils existent séparément. Par contre, ce qui est vrai que ce qu'il y a, c'est quelques intentions par défaut. Il est capable d'intégrer à son application pour éviter de les faire soi-même. Je crée une intention ici. Un mauvais exemple. Si je crée une follow-up, il y a quelques expressions par défaut qu'on utilise souvent. Oui, non, retour en arrière, annulé, etc. qui sont préfournies par les plateformes, l'une comme l'autre, pour éviter d'avoir à les préparer soi-même. Il y a une bibliothèque figée comme ça de réponses et de rubriques de conversation par défaut. Il n'y a pas de générateur de phrases directement. D'accord. Et le serveur qu'on met en place, on peut le mettre avec n'importe quel langage. Oui, c'est ça, n'importe quel langage. un exemple. C'est ça, j'ai pris Node.js parce que c'est le plus rapide en fait finalement. Ça aurait très bien pu être un Spring Boot ou un Scala ou ce que tu veux. Oui, il y a peut-être des librairies ou des SDK. Oui, il y a des SDK qui écrivent plus facilement toutes ces requêtes. Là, j'ai écrit les objets directement. Si on regarde par exemple ici, dans la phrase qui est dans la fonction qui est fournie par défaut dans le fulfillment, eux ils utilisent des SDK qui vont fournir directement après les objets pour les renvoyer plus facilement. En plus, comme c'est des cloud functions, c'est pareil, tout ce qui est gestion de serveur est plus simple. Donc concrètement, si tu as déjà une application existante, un serveur existant, tu peux amener ton SDK et créer une entrée, peut-être les tout à fait. Après, le SDK, c'est vraiment juste pour simplifier la création des objets, pour les lire en entrée et les envoyer en sortie. C'est vraiment juste du HTTP. Mais tu dis pas envie de relancer l'objet. C'est normal. Et concernant la publication du skill ou de Axio, c'est ça Action chez Google, skill chez Alexa. Est-ce qu'ils ont des requirements? Est-ce qu'ils ont des demandes, par exemple, que le serveur qui répond soit tout le temps disponible? Alors oui, effectivement, il y a quelques... Alors, j'ai pas vu toutes les conditions chez Google. Il faut les héberger partout en Europe Non, pas forcément. C'est mieux, effectivement, pour une question de lag. Là, tu vois, ici, on peut définir des endpoints par région, avec le default pour une région. Par contre, ce qu'il faut, qui est dans les contraintes après le contrat d'utilisation, c'est que le endpoint vérifie que ce soit bien Alexa et personne d'autre qui appelle cette adresse-là. Il y a quelques contraintes à faire, c'est tout est déclaré dans la documentation. Bon, il y a l'habituel, hein, pas le droit à des choses pornographiques, illégales, etc. Pas de publicité audio directement par les assistants. Et d'autres contraintes certainement détaillées en large détail dans la documentation. Il existe un store, j'imagine. Il y a un store pour les applications, effectivement. Le skill store Amazon, par exemple, tout simplement, sur Amazon de base. On a tout le choix de skills qu'on peut installer. Installer est un grand mot, puisqu'il suffit en fait de l'activer pour son compte. La majorité est gratuite. Une grande majorité est gratuite, pour l'instant on n'est pas vu de payante. Après, si elles sont payantes, il faut qu'elles le fassent. Il y a juste à se connecter. Et ça va activer tout de suite pour le device instantané, puisque c'est plus bête, tout simplement. Il y a l'équivalent chez Google. Il est un peu plus caché, puisque c'est encore un petit peu restreint. Ici, le store des assistants. Il suffit de prendre une application, de l'envoyer vers l'appareil en question, ou ses employés. Et là, l'application de la même façon bien disponible. Et juste une question, tu n'as fait aucune configuration pour faire ton essai depuis ton Google Home pour lancer ton exemple, ton test? Tu t'es connecté uniquement avec ton compte qui est lié oui, c'est ça. Si les devices physiques sont connectés au même compte que celui qui est utilisé pour les consoles,
Ils sont directement activés en mode développeur sur vos applications. D'accord. Donc ils sont directement testables comme ça, sans avoir besoin d'en configurer ou de les déployer plus. Ok. Ce qui est vachement pratique. C'est clair. Pas d'autres questions? Je vais laisser à mes assistants le mot de la fin. Alors. Alexa, dis au revoir. À toutes. Ok Google, au revoir. Bonjour, découvrons ensemble la Alexa. Merci Google. Grâce à ça, je peux aussi éteindre les lumières. Voilà. Ça marche aussi. Bah maintenant à table.